Culture Soccer. Bienvenue à un autre épisode de Coupe du Monde 2019, la compétition de l'année chez les féminines, une compétition que, comme vous le savez déjà, Culture Soccer suit et vraiment, même si les Canadiennes ont été éliminées, les Américaines sont toujours dans la course et on va analyser ça aujourd'hui. Tout d'abord, merci de vos écoutes, vraiment, vous êtes au rendez-vous, que ce soit pour les épisodes spéciaux Coupe du Monde féminine ou les épisodes de Gold Cup pratiquement quotidiens. Donc, on vous le remercie. On est vraiment content de ça. On est content de la réponse que vous nous donnez. Et d'ailleurs, là, je suis avec l'un de mes rédacteurs en chef présentement. Salut Adi, ça va bien? Oui, ça va et toi, Anthony? Ça va très bien. Là, je commence à faire le deuil des deux défaites canadiennes. Ouais, moi, ça va prendre beaucoup plus de temps que ça, mais on verra bien. Parfait. Et comme à l'habitude, quand on parle Coupe du Monde, là, malheureusement, Élodie n'est pas là, mais on a notre ami Georges. Ça va bien, Georges? Ça va très bien, merci. Tu es en forme en ce mardi matin? Ben oui, je suis bien en forme. Puis toujours content de discuter du soccer féminin avec des gens qui connaissent autant que vous deux. Merci. Nous aussi, on est très contents de t'accueillir, de t'inviter. C'est toujours un plaisir. Et d'ailleurs, là, aujourd'hui, là, on va revenir sur les quarts de finale avant de faire un preview des demi-finales. Comme vous le savez, là, une demi-finale se joue aujourd'hui, mais on va pouvoir faire un preview tout de même puisque l'épisode, comme vous pouvez le voir, sort avant le match. Mais oui, on va directement aller dans les quarts de finale. On va commencer par le match Norvège-Angleterre. On s'était dit que ça pourrait être un match assez serré, mais je crois que la majorité d'entre nous avait vu l'Angleterre l'emporter. Au final, l'Angleterre l'emporte 3-0. Toi, Georges, qu'est-ce que tu as pensé de cette rencontre moins équilibrée que prévu? Mais justement, c'était la surprise que ce match soit moins équilibré qu'on avait discuté. Je pense des 4 matchs de quart de finale, c'est celui où le résultat était sans doute assez tôt. On a vu une équipe efficace, on a vu une équipe qui a su s'imposer puis couper l'espoir à la Norvège assez rapidement. C'est un peu l'effet d'un but tôt dans le match. Mais j'étais impressionné par les Anglais. Je dois dire, depuis le tournoi, je les vois jouer à chaque match. Je pense que j'ai vu tous leurs matchs live. Puis la façon dont ils abordent les matchs, la façon où ils gèrent le match du début à la fin, ils sont impressionnants. Ils ne sont pas spectaculaires, mais ils sont efficaces. Ils font ce qu'ils ont à faire. Ils s'imposent. Ils contrôlent le tempo de tous les matchs. C'était un match intéressant, mais je m'attendais un peu plus de la Norvège, mais c'était un juste résultat. Et toi, Adi, le 3-0 en anglais, pour toi, est-ce que c'est une grosse surprise ou vraiment tu y attendais un peu là, à l'aube de cette rencontre? En fait, moi, j'avais dit que c'était l'Angleterre qui allait passer. Et je m'attendais pas à ce que ce soit aussi décontracté que ça. Après, il y a eu des joueuses qui se sont vraiment illustrées durant ce match-là. On pense, en fait, c'est tout le flanc droit de l'équipe qui s'est vraiment démarqué parce qu'on voit que la défenseuse droite, Lucy Brown, elle marque un but, elle donne une passe décisive. La milieu droite, Jill Scott, qui marque un but. Puis l'attaquante Ellen White aussi qui marque un but. En tout cas, c'est tout le côté droit qui s'est vraiment illustré de ce point de vue-là. Est-ce que l'entraîneur anglais a réussi à trouver une faille du côté du flanc gauche norvégien? Donc, il a exploité ce côté droit. En tout cas, ça a tout l'air de ça parce que la plupart des attaques venaient de ce côté-là. Bref, j'ai été impressionné. Je pense que tactiquement, l'Angleterre est vraiment au point. George l'avait dit lors des épisodes précédents, comme quoi elles sont très constantes, les Anglaises. Et c'est ce qu'on voit exactement. Puis Phil Neville, il a tellement été critiqué avant parce qu'il n'avait jamais entraîné du soccer féminin. On voit que maintenant, il y a une certaine osmose entre lui et les joueurs, entre tout le monde, en fait. On sent que c'est un groupe, une grosse cohésion dans ce groupe-là. En tout cas, j'ai super hâte de voir si c'est le prochain match, parce que le prochain match sera très difficile pour elle. Oui, et d'ailleurs, tu parles de Phil Neville, là, il est la preuve que
que si tu as un bon ki footballistique, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, tu peux t'imposer pas mal partout. Et je crois que ça va en faire taire plusieurs. On va pas rentrer dans le sujet, mais vraiment là, l'Angleterre là, j'aime vraiment qu'est-ce que je vois de cette nation. J'ai vraiment hâte de voir la demi-finale contre les États-Unis là. Est-ce qu'il y en a un de vous deux qui veut rajouter quelque chose sur ce match ou Mais comme je dis, je dirais que Phil Neville démontre des choses intéressantes comme entraîneur, la façon qu'il agit avec les joueuses, les échanges qu'il y a sur les joueuses pendant les matchs. On voit que l'équipe, il a gagné le respect de son équipe. Malheureusement, ça envoie un message un peu mix pour le soccer féminin en général, du fait qu'il parle toujours de son vécu de joueur, son vécu avec les gros clubs, etc., comme si c'est un atout. Il n'a jamais coaché les femmes avant. Tandis qu'il y a des femmes qui ont eu des grosses carrières comme joueuses, mais on ne parle jamais comment leur vécu de joueuse les aide comme entraîneur. Donc, c'est un mal pour un bien. À la fin de la journée, c'est l'équipe qui passe. C'est pour faire gagner l'équipe, il fait sa job. Mais point de vue marketing, je pense qu'il y a des ratés, mais ça, c'est une question pour une autre journée. Ouais, exactement. Ouais. Exactement. Pour ceux qui ne le savent pas, Phil Neville, c'était un énorme joueur qui a joué très longtemps à Manchester United puis à Everton. Il n'était pas aussi bon que son frère Gary Neville, mais a quand même été très bon international anglais à plusieurs reprises. Donc, c'est quand même un énorme joueur avec un gros CV, gros comme un bras. Donc, c'est ça. C'est pour ça qu'il parle souvent de son passé de joueur. Mais je suis d'accord avec Georges que c'est vrai que ça diminue un peu le côté carrière football féminin qui serait peut-être aussi assez intéressant à exploiter aussi. Et si on continue, l'autre match des quarts de finale mettant en vedette le pays hôte, la France, qui avait beaucoup de pression sur ses épaules en affrontant les États-Unis, là, l'une des plus grosses nations de ce monde en foot féminin. Finalement, c'est les États-Unis qui l'ont porté 2-1 grâce à Megan Rapinoe et son doublé. Wendy Renard, la grande défenseur française, réduisait l'écart à la 81e minute, mais malheureusement, là, il était trop tard. Les États-Unis l'emportent. Pour toi, Georges, là, est-ce que ce résultat est logique? Mais logique. Les États-Unis, jusqu'à preuve de contraire, sont des championnes du monde défendantes. Moi, il y a 3 choses qui ressortent de ce match, 3 choses majeures. Le premier, l'importance du premier but, puis encore plus quand c'est un but tôt dans le match. Le fait que les États-Unis ont pu marquer, je pense, à la 5e minute, ça défait tout le plan tactique de l'autre équipe. Je pense que la France aurait eu des chances si le match aurait été resté 0-0 plus longtemps. Donc ça, c'est un. Deuxièmement, j'ai été surpris, puis c'est un mot faible quand je dis surpris, que l'entraîneur de la France n'a pas semblé changer tactiquement son groupe jusqu'à 80e minute à peu près, quand c'était déjà 2-0. Il y a comme, je ne dirais pas une loi non écrite, mais il y a comme une attente qu'un entraîneur à 60 minutes ou 65 minutes, il faut changer quelque chose pour faire basculer un match. Si tu es en train de gagner, mais tu t'ajustes défensivement, si tu es en train de perdre, tu t'ajustes pour mettre un peu de pression sur l'autre équipe. La France a joué son style. C'est comme s'ils pensaient, tôt ou tard, on est meilleur que les Américaines, donc tôt ou tard, si on continue à jouer comme on joue, quelque chose va arriver. Puis ça n'a pas été le cas. Mais on a vu dans les dernières 10 minutes, quand ils ont mis un peu le mode panique ou un sens d'urgence, soudainement, ils pouvaient s'imposer. Mais s'ils auraient mis cette attitude un peu plus tôt dans le match, peut-être le résultat était différent. Puis troisièmement, puis je sais qu'il a été beaucoup discuté, il y a eu le ballon qui a frappé la main vers la fin du match. Je ne peux pas dire certainement ou avec certitude si c'était un péno ou non. Ce qui m'a surpris, c'est qu'ils n'ont même pas révisé le VAR. Avec toutes les autres instances durant le tournoi qu'on a révisé des actions pour voir s'il y avait péno ou non, si on regarde cette action puis là, on compare avec le péno contre le Japon que l'Hollande a eu ou le Canada contre la Suède qui ont été appelés des pénaux suite à des révisions VAR, puis celui-là, l'arbitre a dit pas de pénaux, puis il n'y a même pas eu révision. Ça me questionne un peu si à un moment donné on dit mais on ne veut pas trop pénaliser les Américaines ou si elles doutent, on ne va pas réviser VAR pour ne pas arrêter le match. Je ne sais pas, mais ça a été très surprenant pour moi. Oui, c'est vrai. Hein, et
Et je crois que la Coupe du monde féminine, là, cette année, là, c'est l'une des compétitions où il y a le plus de critiques envers la VAR. Mais me semble la Coupe du monde 2018, je me souviens pas. Oui, il y avait des critiques, mais aujourd'hui, cette année, là, c'est pratiquement à chaque match ou aux deux matchs. Là, vraiment, ça revient beaucoup dans les débats. Vraiment, les personnes qui sont contre le vidéo review, là, ils s'en donnent à cœur joie dans cette compétition, puisque vraiment, là, il y a vraiment quelques erreurs selon nous. Et d'ailleurs, toi, Adi, là, est-ce que tu penses que c'était une main? Ben écoute, je pense que c'est une main, oui, parce que si on regarde, comme l'a dit Georges, dans tous les autres matchs, ce genre d'action a été appelé penalty. Mm. Donc, c'est ça que je comprends pas. Je pense que il y a pour moi, deux raisons à ça. La première, c'est comme l'a dit Georges, est-ce qu'on veut protéger les Américaines parce qu'on sont championnes du monde en titre? Puis, c'est sûr que ça va faire vendre des billets, le fait de voir les États-Unis continuer la compétition. Mais d'un autre côté, je me dis, c'est pas très logique parce que la France aussi fait vendre des billets, ils sont chez eux. Donc, je pense pas que ce serait plutôt ça. Moi, je pense que c'est plus un côté où la VAR et les décisions de la VAR et le fait que ça prenne du temps et le fait que ça a été utilisé un peu trop longtemps, un peu trop souvent durant cette Coupe du Monde féminine et que ça a été critiqué, mais à n'en plus finir sur tous les médias sociaux. Tout le monde en parlait. À chaque fois que je voyais un match de foot féminin, juste après, j'allais sur les médias sociaux, on parlait juste de la VAR. Et je pense que, est-ce que c'était des recommandations de la part de la FIFA en leur disant, écoutez, essayez de prendre moins de décisions, à prendre des décisions un peu plus rapides? Est-ce que c'est la FIFA qui a mis de la pression sur l'arbitre, sur le corps arbitral pour essayer de faire ça plus vite? Ou est-ce que c'est toute seule, les arbitres, le corps arbitral en tant que tel, a senti une certaine pression en provenance des médias sociaux, ainsi de suite, pour ne pas aller vérifier ça? En tout cas, il y a eu une très mauvaise décision arbitrale, selon moi. Pas point de vue où, oui, c'était un pénalty à 100%, non. Au moins qu'ils aillent vérifier. C'est la moindre des choses, c'est d'aller voir. Ça a été fait durant toute la compétition, donc pourquoi pas maintenant? Pour revenir au match, parce que bon, ça c'est un fait quand même assez intéressant, mais il y a eu un match aussi qui s'est joué. J'aimerais souligner, oui, on a dit comme quoi Megan Rapinoe, c'est vraiment. On n'a pas aimé ces célébrations lors du premier match contre la Thaïlande. Elle est assez arrogante. C'est une fille qui déchaîne les passions, soit des passions positives, soit des passions négatives. N'empêche, si on le regarde objectivement, quelle joueuse. Mais quelle joueuse. Elle porte l'équipe nationale américaine à bout de bras. C'est elle qui est l'âme de cette équipe. C'est elle qui est la force technique de cette équipe et c'est elle qui marque les buts de cette équipe. On s'attendait à ce que ce soit Alex Morgan qui explose tout sur son passage. J'ai trouvé Alex Morgan dans ce match-là assez quelconque, mais c'est Megan Rapinoe qui marque 2 buts, qui est extraordinaire, qui fait un match, mais vraiment de malade mental. Faut dire très franchement, j'ai toujours senti que Megan Rapinoe profitait du fait qu'il y a plein de joueuses extrêmement talentueuses aux côtés d'elle pour briller. Mais là, elle est en train de montrer qu'elle aussi, c'est une joueuse extrêmement talentueuse et vraiment bravo à elle. C'est sûr que son penchant à droite est très important. Tobin Heath fait un travail monstrueux aussi pour la mettre en lumière aussi. Oui, exactement. Car vraiment, là, au début de la deuxième mi-temps, là, les États-Unis semblaient vraiment dans le dur. Là. On commençait à voir les Françaises vraiment un peu plus en jambes. Et vraiment, c'est Rapinoe avec son réalisme de feu depuis le début de cette compétition là, qui crée la différence pour marquer le 2-0 qui a vraiment là, scié les jambes en deux des Françaises. D'ailleurs, Georges, je sais pas si tu avais un avis sur cette joueuse-là qui est vraiment, quand les États-Unis en ont besoin, elle est toujours là dans cette compétition. Mais je rejoins Adi, c'est une joueuse qui vraiment. C'est une joueuse qui est connue, c'est une joueuse qui a du talent, elle a toujours du talent. C'est une joueuse qui, à différents moments depuis quelques années, est plus vue pour ses opinions politiques puis sociales, mais elle a vraiment sorti de l'ombre ce tournoi ici parce que je pense qu'il y avait d'autres joueuses avec un profil plus fort qu'elle dans le passé, mais
on voit que quand ça compte, elle sort. Au niveau de club, elle a toujours été une gagnante, une joueuse qui s'impose. C'est malheureux un peu que des fois, on parle d'elle un peu pour des raisons hors terrain, mais qu'on parle bien ou parle mal, au moins on parle du soccer féminin, puis c'est une bonne chose. Effectivement, tu as raison, parce qu'avant, quand on pensait aux Américaines, on pensait à Alex Morgan, Hope Solo, ben, qui ne joue plus. On pensait aussi à Carly Lloyd, mais vraiment, là, Rapinoe je crois, vient de vraiment dire à tout le monde là, que c'est elle la grande star américaine, là. Et Adi, je crois que tu voulais rajouter quelque chose? Oui, exactement. Je voulais juste rajouter quelque chose. On en parle depuis le début de cette compétition. J'aimerais ajouter quelque chose par rapport à l'équipe de France. J'aimerais en premier être d'accord et préciser que je suis d'accord avec Georges, qu'effectivement, le changement il aurait dû venir un peu plus tôt pour l'équipe française. Parce qu'on a vu que quand Cascarino est rentrée, elle a changé un peu le cours du match. Je trouve qu'elle a été très, très bonne lorsqu'elle est rentrée, Delphine Cascarino. Et je pense que la faire rentrer un peu plus tôt peut-être aurait été assez bénéfique. Par contre aussi, on voit aussi le gros problème de cette équipe nationale française. On en parle depuis le début. Moi, j'en ai parlé depuis le début en disant qu'il manque cette buteuse. Et en fait, si jamais ils avaient eu une buteuse du style, que ce soit de Megan Rapinoe, même du style de Alex Morgan ou même du style de Tobin Heath, quelqu'un qui va venir, en plus de Eugénie Le Sommet, créer du danger puis marquer des buts, je pense qu'on aurait vu cette équipe française aller beaucoup plus loin. En tout cas, c'est mon avis. Il manque cet instinct de tueur, de tueuse devant le but que l'équipe française n'avait vraiment pas, en fait, durant cette compétition. Oui, t'as raison, Adi. Là, il y avait beaucoup de déchets du côté des Françaises dans les 30 dernières minutes, et c'est vraiment ça qui les a empêchés de revenir au score. Mais Georges, est-ce que tu penses que les déchets français, c'était surtout causé par l'expérience américaine, ou tu penses vraiment que c'est les Françaises là, qui doivent s'en vouloir qu'à eux-mêmes? Je pense qu'il y avait une manque de quelque chose dans l'équipe française. J'ai trouvé Amadine Henry a beaucoup travaillé. Il y avait des moments très forts techniquement et tactiquement, mais dans l'ensemble du match, il manquait quelque chose. Il y avait une façon de jouer. Tu es chez vous, devant une grosse foule qui vous t'appuie. Tu as une chance pour mettre la pression sur les Américaines. Moi, en rentrant dans ce match, je me suis dit que l'Espagne avait donné le blueprint à toutes les équipes de comment battre l'Espagne. Si les Français auraient mis la pression plus haute, je pense qu'ils auraient pu s'imposer, mais ils ont manqué leur coup. Ils ont peut-être montré un peu trop de respect aux Françaises. Et d'ailleurs, là, je crois, j'ai pas les statistiques devant moi, là, mais je crois que le mal français, c'était vraiment en attaque, parce que je crois que leur meilleure buteuse, ça finit que c'est Wendy Renard. Oui, elle est très grande, c'est, je crois, la plus grande menace du monde sur coup de pied arrêté. Mais vraiment, là, je crois que les Françaises ont eu de la difficulté durant la compétition à trouver vraiment une chimie offensive qui leur aurait peut-être permis de l'emporter. Je sais pas si Adi, tu as un avis sur le sujet. Oui, effectivement. Ben, comme je l'ai dit, oui, il y avait un manque de chimie, mais je pense plus qu'il y avait un manque, comme j'ai dit, de talent devant. Comme j'ai dit, il manque cette tueuse. Et je pense que avec une joueuse, ben, on va en parler un peu plus tard. Pour moi, la meilleure attaquante du tournoi, qui est du côté des Pays-Bas, on en parlera un peu plus tard. Si jamais tu avais une joueuse comme Miedema, je pense que la France aurait facilement battu, aurait passé l'obstacle américain, je pense. Parfait. Et est-ce qu'il y en a un de vous deux qui a un dernier mot sur ce match, ou on passe au prochain? Je pense que tu peux passer, je sais pas, Georges, mais... Non, on a fait le tour, je pense. Parfait. Et le prochain, là, c'était un peu l'équipe Cendrillon de cette compétition, l'Italie qui affrontait les Pays-Bas. Malheureusement pour l'Italie, là, malgré une belle performance tout au long de la compétition, là, les Pays-Bas étaient tout simplement trop forts, avec notamment un but de Miedema, comme parlait Adi un peu plus tôt. Donc, oui, les Pays-Bas l'ont emporté 2-0. Les gars, c'est vraiment un score logique. Commençons par Georges. Je pense que c'est un résultat logique. On avait tous dit que le rêve italien viendrait à sa fin à ce match-là. Le match a été plus serré que j'aurais imaginé si on regarde les premières 45 minutes, même que l'Italie a eu quelques chances, presque chances, dans les premières 45 minutes, mais aussitôt que les équipes sont sorties de la vestiaire à la mi-temps, on a vu les Pays-Bas s'imposer
de plus en plus. Puis là, à un moment donné, on voyait que c'était juste question de temps. Les Italiennes faisaient juste défendre. Puis la logique a été respectée un peu plus tard que j'aurais pensé, mais c'est un pointage qui indique deux équipes qui ne sont pas au même place dans leur développement. Une qui a peut-être pas performé à la hauteur de leur talent, puis l'Italie qui a vraiment dépassé les attentes de tout le monde en étant une équipe travaillante. Et c'est juste qu'il manquait un peu de talent à des moments clés du match. Parfait. Et toi, Adi, là, vraiment, est-ce que tu aimes qu'est-ce que tu vois du Pays-Bas jusqu'à présent? Sérieusement, là, même si j'adore l'Italie parce que j'aime les petits poussés, comme on les appelle, mais bon, c'est sûr, là, comme on l'avait dit, on était tous d'accord lors du dernier podcast, comme quoi l'Italie, son aventure allait s'arrêter là. Puis effectivement, le côté Catenaccio n'a pas trop marché devant cette force de frappe des Pays-Bas. C'est sûr que en première mi-temps, c'était un peu plus compliqué pour les Pays-Bas. C'est en deuxième mi-temps que la différence s'est faite. Mais quel match, tellement agréable à voir. Vraiment extraordinaire. Oui, l'Italie a eu ses quelques chances, sauf que, bon, en général, les Pays-Bas ont été juste au-dessus. J'ai parlé avant de Viviane Miedema, qui est pour moi meilleur attaquant de la compétition. Elle est là de loin, mais de loin. Elle a un instinct, mais de buteuse, mais c'est ridicule. C'est tellement beau à voir. Techniquement, elle est parfaite. Elle prend sa chance quand il faut. Et quand elle a sa chance, très souvent, le ballon est au fond du filet. J'ai été tellement impressionné par cette fille-là qui joue en Angleterre, si je ne me trompe pas, du côté d'Arsenal. Oui, du côté d'Arsenal. Aussi, on a un chef d'orchestre au milieu de terrain par Sheridan Spitz qui a aussi fait tout un match. Puis sur le côté, tu as deux flèches extraordinaires avec Lieke Martens et Shanice Van de Sanden qui est de Lyon, puis Lieke Martens qui est à Barcelone. En tout cas, quel match et quelle équipe. Cette équipe-là, là, pour moi, je m'attendais à ce que les Pays-Bas soient bons. Je m'attendais à ce que on voit une progression par rapport à ce qu'on avait vu dans les dernières années. C'est les championnes d'Europe. Par contre, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi bon. Pour dire franchement, je suis très, très, très impressionné par cette équipe. Parfait. Vraiment, oui, je suis d'accord avec toi. Les Pays-Bas, les Pays-Bas étaient tout simplement trop forts. Mais selon vous, là, c'est qu'est-ce qui a manqué à l'Italie? Là, peut-être une petite faiblesse que vous avez décelée durant cette rencontre qui pourquoi pas, pourrait travailler dessus pour les prochaines années, là. Georges? Mais comme je dis, je pense que c'est juste manque d'expérience dans les grosses compétitions. Pour moi, il y a une joueuse de Bonacea qui est vraiment très, très forte. Ils avaient une défensive assez solide, mais il manquait cette joueuse de qualité, de grands moments, qu'elle seule peut changer un match. Je ne pense pas que Bonacea est rendu là encore. Les autres joueuses étaient tous des travaillantes. Ils couvraient beaucoup de terrain, ils taclaient, ils se mettaient devant les tirs, etc. Mais il faut apprendre à gagner. Puis je pense que c'est ça qui manque. Je pense de plus en plus, si les équipes vont mettre l'argent dans la Ligue italienne, les joueuses commencent à jouer devant des foules, devant des coupes, peut-être aller en Champions League quelques rondes. L'expérience ne s'achète pas. Tu as acquis l'expérience par l'expérience. Puis c'est vraiment ça qui manque à ces joueuses-là. Puis je pense qu'à un moment donné, il va falloir que ces joueuses-là peut-être sortent de l'Italie, puis ont la chance de compétitionner dans la Ligue en France, ou en Angleterre, ou en Allemagne. Mais ça va être comme les gars. Les grands joueurs italiens, c'est rare qu'ils quittent les ligues domestiques parce qu'ils préfèrent rester à l'intérieur de leur pays, mais il faut voir ailleurs des fois. Parfait. Et Adi, est-ce que tu es du même avis? Oui, je suis un peu d'accord avec lui de ce point de vue-là, mais je pense que ce qui est bien avec le championnat italien, c'est que je trouve il doit y avoir un peu des deux. Bon, on a déjà une joueuse qui joue à Atlético Madrid, c'est Linari, la défenseuse centrale. Par contre, oui, il faut ajouter un peu de joueuses qui jouent à l'extérieur pour apprendre d'autres méthodes de jeu. Je suis complètement d'accord. Mais d'un autre côté aussi, il faut que le gros reste en Italie pour continuer à renforcer ce championnat italien. Je suis aussi d'accord du point de vue de Georges, comme quoi il manquait cette joueuse, je dirais pas une joueuse talentueuse, parce qu'ils ont des joueuses talentueuses. Je pensais qu'il manquait cette joueuse au milieu de terrain. Je pense qu'au milieu de terrain, le milieu de terrain est un peu trop absent parce que, bon, c'est sûr qu'il joue le Catenaccio, mais sauf qu'il n'y a pas cette joueuse avec un côté technique
extrêmement élevé pour lancer des joueuses comme Bonansea qui joue en attaque ou Jacinti qui joue en attaque aussi. Il manquait ce petit liant au milieu de terrain, cette joueuse un peu au-dessus du lot techniquement. Au moins une joueuse de haut niveau de plus pour que ça aille plus loin. Mais le programme est encore au tout début. Hein. L'Italie est bien en retard par rapport à son développement de soccer féminin par rapport aux Pays-Bas. L'Italie est là où les Pays-Bas étaient il y a peut-être 8 ans, je pense. Donc, il y a quand même beaucoup de travail encore à faire, mais la progression que l'Italie montre dernièrement, ces dernières années, montre qu'il ne va pas falloir attendre 8 ans pour voir l'Italie au même niveau que les Pays-Bas. Je pense déjà dès la prochaine Coupe du Monde, on verra une Italie encore plus forte. En tout cas, ils sont sur le bon chemin. Parfait. Et d'ailleurs, Adi, là, j'aimerais ça qu'on continue avec toi pour le dernier quart de finale. Tu parles de progression. Eh bien, la Suède là fait un tournoi pratiquement parfait puisqu'elles se sont imposées face aux Allemandes. Là, les Allemandes qui sont tellement fortes. Là, on les mettait pratiquement au même niveau que les États-Unis. Eh bien, la Suède a réussi à les vaincre 2-1. Je sais pas si tu veux nous parler de ce match vraiment excitant. Oui, c'est sûr. Écoute, match excitant, résultat très étonnant. Moi, je voyais l'Allemagne passer. Bon, c'est sûr, on a vu que l'Allemagne a eu des problèmes dans la dernière année à performer. Ils ont eu des problèmes aussi en Coupe d'Europe à performer. Par contre, ça reste l'Allemagne, une des meilleures équipes de l'histoire du soccer féminin, la deuxième équipe mondiale, quand même une grosse nation de foot féminin. Par contre, la Suède a joué avec ses forces extrêmement défensives. On parlait de Catenaccio des Italiennes. L'équipe qui est encore plus défensive que les Italiennes, selon moi, c'est la Suède. Un match parfaitement mené par les Suédoises qui ont joué sur leur qualité avec des attaquantes très qui vont directement en flèche avec Blastenius et Aslani et puis Sofia Jakobsen qui a fait tout un match. Sofia Jakobsen qui a marqué un but et puis donné une passe décisive si je me rappelle bien. En tout cas, ça a été un très bon match de la part des Suédois. C'est plus, je veux dire, c'est une victoire tactique beaucoup plus que une victoire. C'est une victoire du coach beaucoup plus qu'une victoire. Même si les joueuses ont très bien appliqué les règles, mais on a vu qu'il y a une tactique derrière qui a donné la victoire à la Suède. L'Allemagne a été assez décevante, je pense, surtout en deuxième mi-temps. Surtout en première mi-temps. En deuxième mi-temps, ils ont essayé de prendre un peu l'ascendant avec Marojan qui est revenu pour rentrer dans le match. Mais même là, elles ont essayé pendant peut-être 10 minutes, puis après, la Suède a juste contrôlé le reste du match juste en attaquant, des attaques bien placées, en défendant très bien. Très impressionné par ces Suédoises, mais est-ce que ce sera suffisant pour le prochain match ou pour gagner la compétition? Je suis pas trop sûr. Ce genre de dispositions tactiques sont bien pour certains matchs, mais il faut démontrer un peu plus, je pense, pour les matchs suivants. Ça a marché contre l'Allemagne. Pas sûr que ça marchera contre d'autres nations. D'accord. Et toi, là, Georges, est-ce que tu es du même avis qu'a dit que vraiment les Suédoises, là, vraiment, c'était seulement sur ce match et contre les Pays-Bas, ça risque d'être un peu plus dur? Je pense plus tu avances dans un tournoi, veux pas, ça va être plus dur, c'est certain. Je pense qu'il y a part égale. Je pense que la Suède a gagné parce qu'ils ont su jouer sur leur force, parce qu'ils avaient un schéma tactique qui les favorisait, parce qu'ils ont été un peu plus travaillantes. Mais un peu comme j'ai dit pour la France, moi, j'ai été très déçu de l'aspect effort puis l'aspect tactique de l'Allemagne. On parle de l'équipe, sûrement l'équipe la plus constante dans l'histoire du soccer féminin depuis l'ère moderne, si on veut, depuis 91. L'entraîneur semblait désintéressé. Certaines joueuses ne semblaient pas vraiment donner plus qu'il faut. Oui, il y a eu certaines qui ont bien joué, mais à un moment donné, à la mi-temps, quand ils ont mis Marezan, même les commentateurs disaient « Ah là, la grande vedette rentre, ça va tout changer le match ». Moi, j'ai vu peut-être 10 minutes d'effort de Marezan. Peut-être c'est sa blessure qui l'a empêché de jouer à fond, mais elle semblait vraiment pas dans le match. Elle restait haut dans le terrain, elle revenait pas défensivement, elle cherchait pas à avoir la balle à ses pieds.
Son nom m'échappe, mais la 20 qui était au milieu de terrain, moi, je trouve qu'au moins, elle est combatif. Elle taclait, elle volait le ballon à ses pieds tout le temps. J'ai bien aimé Pop, qui jouait hors position un peu. Mais il y a beaucoup de personnes, on pourrait avoir échangé les noms, mais ça n'aurait pas fait de différence. Ça a été des 4 matchs. L'Allemagne a été l'équipe qui m'a le plus déçu, je dois admettre. Ouais, je suis d'accord avec toi. Juste pour te rafraîchir la mémoire, donc le numéro 20, c'est Lina Magul, que je connaissais pas très sincèrement, mais qui a été très bonne. C'est elle qui a marqué le but, en fait, le seul but de l'Allemagne. Je suis d'accord avec toi par rapport à Marojane, comme quoi elle a donné 10 minutes d'effort. C'est là où on a vu que l'Allemagne était un peu mieux, durant les 10 minutes où elle a été bonne. Par contre, bon, moi, j'étais très étonné de l'avoir joué. Je pense que, d'après ce que moi j'avais vu, c'est qu'elle était forfait pour le reste de la Coupe du Monde. Puis finalement, elle est rentrée, elle a joué toute une seconde mi-temps en complet. Puis je pense que c'était juste trop tôt et que l'entraîneur allemand, l'entraîneuse allemande n'a pas eu le choix que de faire rentrer cette joueuse-là. Puis même là, ça n'a pas été suffisant. En tout cas, comme je suis d'accord avec toi. Donc l'Allemagne a été très décevante durant cette Coupe du Monde. Je pense que c'est le début d'une nouvelle ère dans le soccer féminin où les très, très grosses équipes commencent à perdre, l'écart entre les très, très grosses équipes et les autres équipes commencent à se rétrécir. On voit que les États-Unis ont eu beaucoup de mal contre l'Espagne, beaucoup de mal contre la France, l'Allemagne qui est éliminée. Est-ce qu'on verra aussi les États-Unis être éliminés? En tout cas, ce serait quand même intéressant, je pense, pour le soccer féminin en tant que tel, voir les États-Unis être éliminés serait une très bonne chose pour le soccer féminin. Et je ne sais pas que je l'espère, mais je pense que ce serait bien pour le sport. Non, Adi, tu as bien raison. Là, si on la compare à la compétition qu'on suit dans les mêmes temps là, chez Culture Soccer, qui est la Gold Cup, vraiment les plus petites nations des années précédentes commencent vraiment à s'améliorer. Le niveau entre les grosses nations et les petites vraiment se resserre et je crois que c'est ça qui rend la compétition beaucoup plus attractive et intéressante à regarder. Et donc, pour vous, vraiment, la défaite des Allemandes est vraiment sur leur faute et pas nécessairement le niveau de jeu de la Suède, mais bien le manque d'effort, le manque d'implication des Allemandes. Georges? Mais je ne peux pas dire que c'est juste à cause. Il faut donner crédit à la Suède aussi, là, mais il manquait quelque chose à l'Allemagne. Ils n'ont pas su s'imposer avec leur expérience. Puis on voyait le commentaire commencer à faire des excuses, si on veut, disant oui, mais l'entraîneur, elle a été engagée un peu tôt dans le processus, tard, pas tôt, tard dans le processus, elle bâtit plus pour le championnat d'Europe dans 2 ans, etc., etc. C'est comme si ça avait donné l'excuse que c'était correct s'ils avaient un raté parce qu'ils avaient mis dehors Steffi Jones, ils avaient eu des changements d'entraîneur, etc. Mais t'es l'Allemagne. Je m'attends simplement à plus à toute compétition. Bien, bien d'accord. Adi, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur cette rencontre? Non, je pense que j'ai tout dit de ce point de vue-là. Écoute, comme on l'a dit, c'est le début d'une nouvelle ère. Donc, bon, l'Allemagne est dehors. Allons voir ce que les autres équipes sont capables de nous donner. Parfait. Et d'ailleurs, tu parles des autres équipes. Passons directement là, aux demi-finales. Là. Parlons-en un peu. Aujourd'hui, là, je crois, la demi-finale la plus intéressante des deux, c'est vraiment l'Angleterre contre les États-Unis. Vraiment, l'Angleterre qui fait un tournoi merveilleux là, avec des prestations pratiquement parfaites face aux États-Unis qui, on sent qu'ils doutent un peu, mais Megan Rapinoe les sauve toujours. Adi, qu'est-ce que tu penses de cette rencontre? Est-ce que tu crois que l'Angleterre pourra vaincre l'ogre américain? Ben écoute, te dire très franchement, sur papier, les États-Unis sont supposés passer. Par contre, moi, je pense que oui, l'Angleterre va pouvoir passer. Je vais vous dire pourquoi. Si on regarde l'Angleterre depuis le début de la compétition, elle a commencé, ben c'est sûr, le début du tournoi était un peu plus compliqué avec une victoire 2-1 contre l'Écosse, une victoire assez difficile contre l'Argentine 1-0. Mais là où il y a eu le gros déclic, c'est contre le Japon, où l'Angleterre a complètement dominé, a marqué 2 buts et s'est imposée contre le Japon. Après coup, on a vu l'Angleterre dominante avec un 3-0 contre le Cameroun, un 3-0 contre la Norvège, dans un match qu'on s'attendait qu'il soit très serré. Je pense que l'Angleterre monte en puissance. Il y a des joueuses extraordinaires dans ce 11.
Puis si jamais il y a une équipe d'Angleterre qui serait capable de battre une équipe américaine, ce serait maintenant, ce serait là. Et je pense que les Anglaises, comme l'a dit Georges à un moment donné, qu'effectivement, sont tellement bien placées, sont pas extravagantes, sont pas extraordinaires, mais sauf que sont exactement à point dans la compétition. Et je pense que c'est... je pense que l'Angleterre a ce qu'il faut pour passer aux États-Unis. Parfait. Et toi, Georges, plus du côté anglais ou américain? Mais je pense pour le soccer féminin en général, ça serait bien que l'Angleterre gagne. Il ne faut jamais compter les Américaines pour battues. Ils ont dû se battre dans les 2 derniers matchs pour passer. Donc, peut-être ce côté de surconfiance il a été rompu un peu par les 2 derniers matchs. Par contre, il y a quelque chose avec l'équipe anglaise que je juste trouve intéressante. On découvre des joueuses. Nikita Paris, je ne la connaissais pas du tout. Puis c'est une joueuse explosive, une joueuse avec une mentalité d'attaque, de prendre des joueuses 1 contre 1 le plus possible souvent. Lucy Bronze m'épate de match en match. Au début, il y a quelques mois, Phil Neville disait Lucy Bronze, c'est le meilleur défenseur latéral au monde. Puis là, il commence à dire c'est peut-être la meilleure joueuse au monde. Puis je ne dirais pas le contraire. C'est une joueuse qui pourrait sûrement jouer à tous les postes. Elle peut monter puis descendre. On peut la voir jouer plus haut sur le terrain. Je suis sûr qu'elle pourrait jouer un peu au milieu de terrain parce que ses habiletés techniques puis sa capacité physique sont énormes. Ça va être un match intéressant. J'oserais même dire que pour moi, ça pourrait être la finale du tournoi. Moi, je pense que l'équipe qui gagne cette demi-finale aujourd'hui gagnera la finale en fin de semaine. Parfait, là. Donc vraiment, ça risque d'être le plus gros match de cette compétition, là, que vraiment la nouvelle génération de sélection là, qui nous épate l'Angleterre, vraiment une équipe tout de même jeune, si je me trompe pas, là, jeune, avec plein d'espoir face aux Américaines, là, les championnes en titre. Ça risque d'être vraiment intéressant. Donc, j'aimerais savoir vos pronos. Commençons par Adi, ton prono. Je dis que ça va finir au penalty. Puis c'est l'Angleterre qui va passer. Parfait. Toi, Georges? Pour le fun, je vais dire 2-1 Angleterre, mais en sortant. Parfait. Moi, je vais dire... moi aussi, j'ai le goût d'y aller pour le 2-1, mais j'irais... je crois que ça va se rendre au penalty, donc vraiment 1-1 après 120 minutes. Donc, continuons pour la deuxième demi-finale, Pays-Bas-Suède. Commençons par Georges. Comment vois-tu cette rencontre-là? Une équipe ultra talentueuse contre une équipe très travaillante. Je veux parler de l'Hollande parce que j'ai pas vraiment parlé quand on regardait les quarts de finale, mais même dans les rondes de 16, puis dans les quarts de finale, l'Hollande, tout le monde les voit comme une favorite, une équipe émergente, beaucoup de talent. C'était l'équipe la moins expérimentée. Si on parle de l'Italie qui n'a pas beaucoup d'expérience au niveau international, mais parmi toutes les équipes, si on regarde l'historique du football féminin, c'est vraiment l'Hollande qui a le moins d'expérience. C'est seulement leur 2e Coupe du Monde. C'était la 3e pour l'Italie. Je pense qu'ils ont fait 2 championnats d'Europe. C'est sûr qu'ils sont les championnes en titre de l'Euro en 2007, mais ce n'est pas une équipe qui a un gros bagage international. Tandis que la Suède, ils ont toujours été parmi les meilleurs depuis les débuts du soccer féminin. Puis c'est pour ça qu'il est intéressant de voir nouvelle génération contre ancienne génération un peu. Pas pour les joueuses en place, mais pour le vécu, pour l'historique des pays. Je pense que ce serait très bon pour le sport que les Pays-Bas passent. Mais il y a quelque chose avec cette équipe suédoise que je trouve très, très intéressante aussi. Et toi, Adi? Ben, moi, je suis d'accord avec ce que Georges dit. Par contre, je pense qu'avoir réussi à gagner le championnat européen, ça prouve que même avec ce manque d'expérience-là, elles en ont pris de l'expérience avec ce championnat-là. Puis je pense qu'elles ont ce qu'il faut. On l'a vu lors des matchs où elles ont vraiment été mis à rude épreuve. On l'a vu contre la Chine, pardon, pas la Chine, contre le Japon, par exemple, où malgré un mauvais match, elles ont réussi à s'imposer avec un penalty en dernière minute de Lieke Martens.
je pense que cette équipe a vraiment des ressources pour se surpasser. Et je pense que cette fois-ci, la tactique suédoise de jouer vraiment très défensive ne marchera pas parce que l'Italie a essayé de le faire, puis elles se sont fait taper. Et puis, je pense qu'il y a tellement une force de frappe intéressante du côté des Pays-Bas. Je ne vais pas le répéter, je me répète assez souvent, mais il y a tellement une force de frappe intéressante et extrêmement talentueuse qu'on a beau être défensive, ces filles-là vont trouver un moyen de mettre le ballon au fond des filets. Puis pour moi, je m'attends à une victoire 2-0 des Pays-Bas. Parfait, 2-0. Et toi, Georges, ton petit prono là, pour cette rencontre? Moi, je pense que ça va être ou 1-0 pour les Pays-Bas ou genre 3-4-0 pour les Pays-Bas. Si les Pays-Bas réussissent à marquer tôt dans le match, puis forcer la Suède à ouvrir le jeu, un peu comme a Didi, avec leur force de frappe, ils pourraient vraiment... Ça va être intéressant. Je ne pense pas que ça va être aussi intéressant que... Ça devrait être un match qui est plaisant à regarder. Parfait. Moi aussi, je mets le Pays-Bas vainqueur. J'hésite entre un 2-0 et un 3-0. Donc, allez, je vais dire 3-0 pour les Pays-Bas. Et d'ailleurs, là, avant qu'on se quitte, j'avais une petite question pour vous. Là, on parle vraiment de nouvelle génération, vraiment des nations là, qui prennent le dessus sur certaines. Est-ce que vous pensez que si jamais on a la chance d'avoir une finale en Angleterre-Pays-Bas, est-ce que vous pensez vraiment que ça va être ça va être symbole du renouveau du soccer féminin? Commençons par Adi. Oui, c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr que déjà, on le voit que le soccer féminin a passé un cap. Le soccer féminin est différent. Le soccer féminin, c'est plus les mêmes qui gagnent. Le soccer féminin, c'est plus, ben, je sais pas, je vois une grosse différence entre cette édition et la dernière édition au Canada. Donc oui, je pense que le cap est déjà passé. Est-ce qu'il va continuer à être passé et qu'il va encore... il y a un second cap qui va être passé durant cette Coupe du Monde. Tout va dépendre des Américaines, en fait. Mais oui, un cap est déjà passé. Parfait. Et toi, Georges? Mais ça ne serait pas la première fois que les Américains ne font pas la finale. Il ne faut pas... oui, on les voit comme l'équipe qui a toujours été numéro 1 mondial, qui ont gagné des Olympiques, qui ont gagné la Coupe du Monde, etc., etc. Mais il y a eu d'autres périodes dans l'histoire où les Américaines ont trébuché. Il ne faut pas regarder pas plus loin qu'il y a 3 ans où les Américaines ils ont été sorties en quart de finale aux Olympiques contre la Suède, justement. Alors, c'est bon de voir d'autres équipes atteindre la finale, mais c'est quelque chose qui est déjà arrivé. Moi, je pense que ce qui est très intéressant pour le sport en général, c'est de voir des pays émergents qui n'étaient pas parmi les meilleurs dans le passé. Parce que dans le passé, c'était toujours Japon, Américaine, Allemagne, Suède. C'était à peu près ces 5 équipes qui étaient parmi les meilleures année après année. La France qui s'approchait, mais trébuchait tout le temps, juste avant d'atteindre la demi-finale. Là, on voit des équipes comme l'Italie, les Pays-Bas, l'Espagne, la Norvège qui font un retour, il était une des puissances dans les années 90. Quand on va voir une compétition où tu peux compter sur 10, 12 équipes, remplir l'Australie dans la discussion, là, ça va faire juste grandir le sport dans une façon générale. Puis imagine-toi si les pays en Amérique du Sud, les pays africains, eux aussi commencent à investir. Ces joueuses peuvent aller chercher des contrats dans des clubs professionnels en Europe. C'est juste positif pour le soccer féminin en général. Oui, c'est vraiment inspirant et vraiment, là, cette Coupe du Monde 2019, là, encore une fois, là, je trouve qu'elle fait passer des paliers à ce sport qui mérite beaucoup mieux. Je crois qu'on est tous d'accord ici. Mais et je crois que ça va être le mot de la fin. Là. Encore une fois, Georges, merci pour ton temps. On le rappelle, les gens peuvent aller te suivre sur Twitter @JOSanchez65. Et vraiment, là, merci de tout cœur d'être présent pratiquement à chaque épisode sur la Coupe du Monde 2019. En fait, je crois que t'en as manqué aucun jusqu'à présent. Donc, merci pour ton temps.
Ah, c'est toujours un plaisir. Merci de m'avoir inclus dans vos discussions. Ça fait plaisir et je crois qu'on peut déjà se donner rendez-vous là, après ces demi-finales. Merci également là, à Adi, également pour toujours présent, là, soit pour la Gold Cup ou la Coupe du Monde. Donc, merci pour ton temps, Adi. Merci à toi, Anthony, d'être présent aussi. Et merci à Georges. C'est toujours un plaisir de discuter avec toi. Je suis content de t'avoir rencontré au Stade Saputo la fois dernière. Puis c'est ça, on continuera, si tu veux, bien évidemment, à discuter de soccer féminin et d'autres choses peut-être dans le futur. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Et aussi, là, le plus important, merci à vous, chers auditeurs. Vous êtes toujours, comme j'ai dit en début d'épisode, vous êtes toujours présents. Vraiment, même si la quantité est mirobolante là, en cette fin de mois de juin et début juillet, là, vous êtes présents à chaque épisode. Parfois, on en sort 2 par jour et vraiment, les statistiques n'arrêtent pas de grimper. Donc, merci à vous. Merci de vos partages. N'hésitez pas à commenter nos posts, nos articles, nos podcasts. Et vraiment, là, on offre du contenu là, pour ces compétitions, que ce soit à l'audio ou à l'écrit. Donc, tout le monde est servi selon leurs préférences. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci. On se retrouve pour un prochain podcast Coupe du Monde.